motema nanga okomisanga consolateur mabota esuli konzi tosimbanga na loboko salanga esima ya kimia ya basantu likonzi esika offense ezali osalanga ngolu ya kopardone esuli konzi nga moto na lokuta okomisanga moto na verité enfant de la lumière esuli konzi longola désespoir na bomoi nanga opesanga espérance de la gloire eza yo esuli konzi kolo yesu kolo 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 yesu kolo eloa yango asimba lokola yo apona lito kapananga. Désormais fidèles de cette émission, chers abonnés, nous vous avions promis lors du lancement de l'émission test de cette chaîne, nous avions tenu une émission où nous avions comme thème les défis du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, face à l'insécurité dans l'Est. Nous avions fait une émission et nous avons promis à la fin de cette émission que nous allons accorder un temps où nous allons recueillir les réactions, les préoccupations, les suggestions de chacun. Et par rapport à toutes ces réactions, nous allons faire un condensé de toutes les réactions par rapport à ce que nous avions fait comme analyse, par rapport à la grande question de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Nous avions donc promis de faire une autre émission conclusive qui sera la deuxième partie, la suite de la première par rapport à ce même sujet. Voilà pourquoi nous sommes venus cette fois-ci pour faire encore une très belle émission à propos du même thème avec la grande question et les sous-questions pour ceux qui avaient suivi l'émission. Nous voici, chose promise, chose faite. Vous savez, comme nous tous, que depuis 2018, nous avons un nouveau président dans la République démocratique du Congo, en la personne de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République depuis à l'issue des élections de l'année passée. Il a commencé son mandat avec des promesses. Souvenez-vous de toutes les promesses qu'il nous a faites pendant la campagne. Et parmi toutes ces promesses, Dieu merci, il y a beaucoup qui sont en train d'être tenues. Tout n'est pas parfait, mais c'est quand même des initiatives à encourager. C'est ce que nous faisons à travers ces émissions, chacun à sa manière, en analysant l'actualité, en analysant le travail que le président de la République fait. Nous disons que par rapport à son voyage qu'il a fait en Belgique, à la rencontre des investisseurs et des autorités de l'élite belge, voyage qui avait pour but de conscientiser, de rappeler les investisseurs en République démocratique du Congo, nous nous sommes posé une question d'usage. Nous nous sommes dit, il va donc falloir que si il faut que les investisseurs reviennent, que nous nous efforcions à assainir le climat des affaires. Cela passe aussi, bien sûr, par la sécurité sur toute l'étendue du pays. Or, quand on parle de sécurité, nous rendons à l'évidence que la partie est de la République démocratique du Congo est encore jusqu'à ce jour sous le feu et le crépitement des balles des groupes armés. La sécurité y est totale et ça pose un vrai problème. Maintenant, notre grande question autour de l'émission, c'était celle de savoir quels sont les défis du président de la République face à l'insécurité dans l'Est. Comment appréhender, comment faire les choses, comment les aborder, quelles sont les réalités sous-jacentes qui risquent de plomber dans l'aile le travail que se résout de faire le président de la République par rapport à la sécurité dans l'Est du pays. Nous avions dit dans la première partie de l'émission que lors de la campagne présidentielle, il a fait des promesses. Et parmi ces promesses, il a promis aux populations autochtones de l'Est du pays qu'il allait pacifier le pays. C'est très important de commencer par pacifier le pays avant de faire venir les investisseurs. Mais pour pacifier le pays, pour pacifier l'Est du pays, pour éradiquer les groupes armés, il y a beaucoup de préalables. Nous avions parlé de chercher à entrer en contact direct
avec les populations autochtones pour les écouter, pour entendre leurs problèmes. Ne pas trop se confier à la machine en place pour recevoir des rapports de la territoriale, des services secrets et des services armés, dans la mesure où les populations de l'Est estiment que pendant ces 18 années de règne de M. Kabila, la terreur a été installée dans l'Est et c'est par le truchement de ces mêmes autorités que des forces négatives ont jeté le feu dans l'Est. Il ne serait pas très probable donc, malgré la coalition, de recevoir de ces mêmes personnes qui ont troublé l'Est des rapports sur la situation dans l'Est. Parce que pendant toutes ces années, il y a eu beaucoup de désinformation, il y a eu beaucoup de complications par rapport à la réalité vraie sur le terrain. Le président de la République a donc beaucoup de défis. Nous avions proposé, lors de notre première émission test, qu'il aille vers les populations, qu'il les entende, qu'il les écoute, parce que nous estimons que ces dignes fils du Congo, qui ont aussi beaucoup souffert, ont des préoccupations propres qui ne cadrent pas toujours avec le rapport des services et des autorités de Kinshasa que lui a trouvé sur place. Il devrait se fier à sa propre oreille, à sa propre expertise, à ce que lui-même entend. Parce que, par exemple, parmi les sous-questions qui ont été relevées, il y avait la sous-question de la disparition d'un chef traditionnel, un chef coutumier de Minembwe, qui répond au nom de Ernest Asakia, qui est un fils du terroir, chef coutumier de son état, qui a été enlevé, qui avait disparu. Selon les échos du Kivu toujours, qui nous ont apporté cette information, ce chef aurait été enlevé par les forces négatives afin, dans leur travail d'extermination des populations, afin de l'éradiquer parce qu'il s'opposait à l'implantation, il s'opposait à l'imposition d'un certain chef coutumier dans Minembwe qui n'est autre que le jeune frère ou le grand frère, je ne sais pas lequel, un des frères du ministre de la décentralisation, pour ne pas le citer, M. Azarias Roubero. Et ces deux noms, le nom de Minembwe et le nom de M. Azarias Roubero, à notre avis, à notre humble avis, constituent un sacré problème pour la quiétude dans l'Est du pays. Parmi les résolutions que pourrait prendre le pouvoir en place, le président de la République, je crois que j'ai lu quelque part qu'à partir du 9 octobre, du 9 de ce mois, le président de la République ira au nord Kivu, au sud Kivu, pour rencontrer les populations de l'Est. C'était une proposition que nous faisions, sans savoir bien sûr que de son côté, dans son QG, ça se travaille aussi, c'est une bonne chose, qu'il aille vers ces gens, qu'il les écoute, qu'il écoute leurs problèmes, qu'il écoute une autre version des choses qui pourraient être différentes de la version officielle, de ce qui s'écrit dans les rapports et dans les papiers. Il faudrait que ces gens-là, qui sont meurtris, qui sont traumatisés, qui en ont vu de toutes les couleurs, et cela depuis les années 96, 97, ça n'arrête pas, le sang continue à couler, les complications, les difficultés auxquelles ces gens-là sont obligés de faire face au quotidien devraient être la préoccupation de tout Congolais qui a de la conscience. Je ne vais pas aller dans les clichés, je ne vais pas aller dans le fatalisme, je ne vais pas aller dans ce que tout le monde aujourd'hui décrit sans piste de solution, la théorie du complot, de la balkanisation, de l'infiltration, tout ça. Aujourd'hui, je ne veux pas aller dans ce sens-là. Je voudrais seulement que ce quinquennat soit aussi, pour les populations de l'Est, un quinquennat de réconfort. Pendant longtemps, les populations de l'Est se sont retrouvées abandonnées, se sont senties laissées pour compte, exploitées, martyrisées, violentées, violées. Je pense que ça sera une très bonne chose que le quinquennat du président de la République, le premier, parce qu'il se pourrait qu'il y en ait un deuxième,
le premier quinquennat soit un quinquennat de proximité avec les populations de l'Est. Voilà. Des critiques à la volée, que nous n'allons pas faire des critiques sans solution. Nous allons proposer des pistes de solutions par rapport aux suggestions et aux informations que nous avons. Nous croyons qu'il est important. Un premier point à relever, c'est qu'il y ait une proximité entre le président de la République et les populations de l'Est, délaissées, abandonnées, martyrisées. Parlons de l'armée. Les FARDC. On va y passer la nuit. Il y a moyen de synthétiser. En ce qui concerne les FARDC, il y a à boire et à manger. Pendant longtemps, nous qui nous sommes opposés à la façon de faire de M. Kabila et sa clique, pendant longtemps, nous avons toujours estimé que l'armée était infiltrée, que l'armée était fragilisée à dessein, que l'armée était corrompue, que l'armée n'avait pas les moyens de sa volonté et que souvent dans la chaîne de commandement, il y a eu de la trahison, il y a eu du différé. Ça, c'était notre point de vue. Le président de la République a dit que pendant longtemps, on nous a raconté des histoires sur l'armée qui n'étaient pas vraies, que lui s'est rendu compte que c'était une bonne armée qui était bien structurée. Cela ne va pas nous empêcher, néanmoins, de proposer dans le cadre de cette émission au président de la République que même au niveau de l'armée, les chaînes de commandement soient réexaminées. Qu'on vérifie l'approvisionnement. Plusieurs fois, on a entendu dire que les forces armées, qui sont très volontaires, ça il faut le dire, les fantassins se sont retrouvés sur le terrain, avec en face l'ennemi. Ils appellent Kinshasa. Ils entrent en contact avec Kinshasa pour être réapprovisionnés. Et au niveau du réapprovisionnement, ça a posé problème. On envoie des munitions qui ne sont pas compatibles avec les armes sur le terrain. On envoie des munitions qui descendent à 15 km de là où il y a évidemment tir d'ennemis. Et il y a eu beaucoup comme ça de problèmes et des histoires qu'on nous a racontées. On n'a peut-être pas toute l'information en faisant confiance en ce que le président de la République a dit. Mais cela n'empêche que tous ces rouages de l'armée soient quand même vérifiés, redynamisés. Que le social des militaires qui vont en volontaire pour défendre les frontières de leur pays, que ces gens-là soient fiers de porter l'uniforme. Quand un militaire est clochardisé, c'est son patriotisme, l'amour de sa patrie, son nationalisme qui en prend un coup. Quand il ne sait pas envoyer ses enfants à l'école et qu'il va sur le champ de bataille, sachant qu'il a laissé sa femme, ses enfants dans des conditions minables, en donnant sa vie pour le pays, c'est son patriotisme qui en prend un coup. Je vais donner un exemple bête. Ça peut vous paraître bête. Je reviens d'Afrique du Sud par route. J'arrive à Kasumbalé. Ça, ce n'est pas les militaires, mais c'est quand même des services de l'État. J'arrive à Kasumbalé, ça, du côté Zambie, je croise l'immigration du côté zambien qui est très souriante, qui nous parle avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour et beaucoup de sollicitude. Et j'ai quand même le réflexe de regarder l'embonpoint des agents de l'immigration de la frontière de Kasumbalé à côté Zambie. J'ai regardé leurs uniformes. J'ai regardé les agents. Et on a traversé, on est arrivé en RDC. Les agents qui nous ont reçus, leurs uniformes, leurs bottes, leurs ceintures, leurs embonpoint, ce qu'ils reflétaient par rapport à ce qu'on avait vu du côté de la Zambie, qui n'est pourtant pas un pays très riche, qui n'est pourtant pas le pays le plus riche
de la SADC, ou qui n'est pas un pays plus riche que la RDC, même si j'ai entendu dire que les autorités de la RDC ont traversé la frontière du côté de la Zambie pour chercher à avoir des protocoles d'accord pour s'approvisionner en maïs du côté de la Zambie. C'est quand même le monde à l'envers, mais là n'est pas le sujet. Je parlais du décalage, de l'aspect de l'immigration de la Zambie et l'immigration de la RDC. J'ai vu la même chose à Ango en Angola. Quand on regardait l'immigration de la RDC, il paraissait minable, clochardisé, tandis que de l'autre côté de la frontière, à voir les Angolais, tu voyais que ces gens-là servaient un pays structuré, organisé, fier. Dans toutes les institutions de la RDC, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de l'armée, que ces fantassins, que ces militaires qui donnent leur vie pour la bannière soient mis dans des meilleures conditions. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui tombent sous le drapeau. Je sais quelle est leur volonté. Je sais que ces gens-là donneraient tout pour défendre leurs frontières, afin que le pays ne soit pas balkanisé, afin que le pays soit débarrassé des groupes armés, des forces négatives. J'ai confiance en nos militaires. Mais si le président Félix Tshisekedi faisait encore un peu plus pour ces gens-là, qui les mettait dans des conditions optimales et maximales, je crois que ce sera un début de solution en ce qui concerne l'éradication des groupes armés qui créent l'insécurité dans l'Est. Mettre les militaires dans des meilleures conditions professionnelles et sociales, du matériel. Il faut du matériel, il faut des instruments, il faut doter l'armée. Je ne pense pas que ce sont les moyens, ce n'est pas l'expertise qui manque. Ces militaires-là, ils sont formés. Mais est-ce qu'ils ont le matériel? Est-ce qu'ils ont les munitions qu'il faut, les armes qu'il faut, l'armement qu'il faut? Est-ce que les chaînes de commandement ne peuvent pas être boostées, optimisées, de manière à ce qu'ils puissent être plus efficaces sur le terrain et qu'ils jettent l'épouvante en face de ceux qui viennent pour chercher à troubler le pays et la partie est de la RDC. Ça, c'est parmi les suggestions que nous avons recueillies. Le débat de la nationalité. Le débat de la nationalité, c'est tout un problème. Par rapport à nos propres recherches que nous avons faites, nous sommes en train de chuter, on ne va pas faire une trop longue émission. Nous avons catégorisé les groupements ethniques de la RDC. Déjà, il faut dire d'entrée de jeu que nous avons 444 ethnies en RDC. Parmi ces 444 ethnies en RDC, nous avons 5 groupes ethniques principaux qui ont été répertoriés. Nous avons les Bantous, qui constituent 80% de la population des groupes ethniques de la RDC. Nous avons les Soudanites, qui sont plus vers le nord. Nous prenons l'ex-province orientale et l'ex-Grand Équateur, où on a les Soudanites. Et puis après, nous avons les Chamites, nous avons les Nilotiques et nous avons les Pygmées. C'est à ce niveau-là que ça pose problème. Je viens de citer 5 groupes principaux. Les Bantous, qui constituent 80% de la population. Nous avons les Chamites, les Nilotiques, les Pygmées. Les Soudanites, nous ne les comptons pas beaucoup dans cette affaire, dans la mesure où, même s'ils font partie des 20% restants, en dehors des 80% de Bantous que compte la République démocratique du Congo, les Soudanites sont vers le nord. Du côté est, nous avons les Chamites, nous avons les Nilotiques et quelques Pygmées. Ça, c'est par rapport à notre
propre étude que nous avons menée dans le cadre de qui constitue les populations de l'Est de la RDC. Existe-t-il des Tutsis congolais? Ça, c'est encore une question qui doit être réglée. Il nous a été posé beaucoup de problèmes pendant les 18 ans de Kabila. Par rapport à nos propres études, les études que nous avons menées, nous estimons qu'il n'existe pas de Tutsis congolais. Il y a eu des transplantés par le colonisateur en 1885. C'est la première vague des transplantés qui est arrivée du Rwanda. Il y a eu une deuxième vague de transplantés qui est arrivée autour de 1910, que le colonisateur nous a amené, et très tôt avant l'indépendance, entre 1957 et 1959, il y a eu une autre vague des populations immigrées rwandaises. Parmi elles, certaines ont obtenu la nationalité après des générations. Sont-ils rwandais? Sont-ils congolais? Parce qu'ils ont des passeports congolais, ils n'en ont pas. Ça, c'est maintenant une question qui nous dépasse. Mais de là à leur accorder un territoire, je crois que nous ne donnons pas notre avis, mais nous disons quels sont les défis du président de la République. C'est une question qui doit être réglée. S'imposer, demander qu'on leur donne Massissi, qu'on leur donne Fizi, qu'on leur donne Minembwe, afin que ça devienne leur territoire pendant qu'ils n'en étaient pas ainsi au commencement, ça, ce sont les défis. Parce que je suis de ceux qui estiment que quand quelqu'un est venu chez nous il y a de cela 100 ans, qu'il est né en RDC, qu'il a grandi, qu'il a eu des femmes et des enfants, qui sont sur le territoire depuis des générations, pour moi, personnellement, en tant que présentateur de cette émission, je ne suis pas contre. Mais, et encore mais, il y a beaucoup de mais. Et je crois que c'est un défi du président de la République parce qu'il y a certaines têtes dans les FCC qui s'évertuent à trouver absolument un territoire dans l'est du pays à ces populations transplantées d'origine rwandaise en RDC, les Tutsis particulièrement. On tient absolument à leur trouver un territoire par la force, et ça crée des remous, ça crée des remue-ménages, ça crée des exterminations, ça crée des remplacements de populations et des épurations ethniques. Ça, c'est encore un problème, c'est un défi de taille auquel doit faire face le président de la République, parce qu'on nous dit qu'il y a un chef coutumier à Minembwe au nom de Ernest Sakia qui a été enlevé, porté disparu à cause de cette question qui a été levée parmi les populations dans tous ces conflits qu'il y a aujourd'hui dans l'Est. Je vais finir, je vais conclure en disant que nous avons posé une question à la première partie de cette émission, la question de savoir, finalement les minéraux dans l'Est, sont-ils une bénédiction ou une malédiction? Parce qu'apparemment, les minéraux nous ont amené plus de problèmes que de solutions. Nous allons y répondre en disant que c'est une bénédiction. Lorsque la Providence vous accorde des minéraux dans le sol, dans le sous-sol, je prends l'exemple de Oman, je prends l'exemple du Qatar, je prends l'exemple du Nigeria, je prends l'exemple de la Sierra Leone ou de l'Angola ici à côté. Ce qu'ils avaient, ce qu'ils ont dans leur sous-sol, ils se sont organisés de manière à pouvoir le rentabiliser, à organiser un commerce sérieux pour le développement des populations, pour le développement de la nation. Aujourd'hui, Dubaï est ce qu'il est, les Émirats arabes unis sont ceux qui sont, le Qatar sont ceux qui sont, à cause de l'organisation que les dirigeants ont su asseoir avec de la bonne gouvernance pour l'expansion et le développement du pays, et pourquoi pas des populations. Je pense que c'est une bénédiction et il y a moyen de bien faire les choses. Nous souhaitons au président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout le succès qu'il faut.
Seulement, nous croyons qu'il est important qu'il aille rencontrer les populations de l'Est, qu'il parle avec eux, qu'il les mette en confiance, qu'il les conscientise, car ces populations estiment que M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi constitue aujourd'hui une sorte de trait d'union entre elles, ces populations, et les FCC, qui sont pour eux, qui sont pour ces populations, pour elles, l'incarnation du mal. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons dit que ce sont des émissions test que nous lançons. Nous allons entrer dans le vif de meilleures émissions dans les jours à venir. Nous vous demandons de vous abonner massivement. Ce sont des émissions test. Nous allons faire prochainement une émission qui va sortir du cadre politique parce que nous avions dit plutôt que nous faisons une émission d'analyse. Pas que de la politique, nous allons faire d'autres analyses, pourquoi pas sportives. Comme on est le week-end, peut-être que nous allons faire des analyses sportives pour notre prochain numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Je devrais dire aussi que j'ai comme l'impression qu'on ne s'abonne pas assez. Encouragez-nous, abonnez-vous massivement. Nous allons vous promettre de vous faire un meilleur travail, surtout sur le plan technique, parce qu'il y a encore beaucoup à fignoler. Sinon, big up.